Hello, Djibouti. Bonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Bienvenue sur Gohan Podcast, une production de votre espace d'Eremedia. Aujourd'hui, nous allons porter une réflexion sur une réalité qui touche de nombreuses familles. Une situation bouleversante et qui fragilise l'équilibre et l'harmonie familiale et qui impose un silence abasourdissant et une profonde sentiment de culpabilité ressenti par les parents d'un enfant autiste. C'est un parcours lent et difficile, jalonné de détresse, de doute, de déni et surtout une immense vulnérabilité. Donc merci tout d'abord d'avoir accepté notre invitation et c'est très gentil de parler d'une situation qui touche beaucoup de familles aujourd'hui. Et une situation qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de sacrifices aussi. Et c'est vraiment pour nous ici d'Eremedia, c'est vraiment un moment de... Cette podcast sera vraiment un podcast qui change un peu notre perception de beaucoup de choses. Donc c'est les combats d'une mère. Comment appréhender une situation qui nous dépasse et dont nous sommes souvent démunis. Donc, c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Et surtout, parler de cette situation d'autisme des enfants d'une manière humaine et comprendre tout ce qui l'entoure. Donc, ce soir, c'est Khadija qui est avec nous pour ce podcast. J'aimerais tout d'abord commencer par est-ce qu'elle se présente et qu'elle nous raconte le parcours de cette mère qui elle-même a un enfant autiste et qui a passé et qui est toujours dans ce combat à mener encore et toujours. Donc, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs, auditrices et de parler de votre parcours? Oui. Alors, bonsoir, c'est moi qui vous remercie de m'inviter justement c'est la première fois pour moi de participer à un podcast et je trouve que c'est une formule qui permet de se livrer, de parler de situations qui touchent et avoir une espèce de proximité avec un auditoire qui est absent. Mais j'espère que mon témoignage, en tout cas ce que j'apporterai, pourra résonner dans le cœur des mamans ou des papas qui vont m'écouter. Alors, moi, je me présente, je m'appelle Khadija Moussa, je suis une maman de 3 enfants qui ont respectivement 23, 22 ans et 11 ans. Mon petit dernier, Isaac, a été diagnostiqué donc avec un trouble du spectre autistique à l'âge de 3 ans. Alors, tout se passait bien. C'était une grossesse qui s'était très bien passée. Un début des premiers mois de vie parfait. Tout se passait très bien. Et au fait, tout d'un coup, au fait, il y a comme l'enfant que vous avez porté pendant 9 mois, que vous avez élevé, enfin les premiers mois de vie, que vous avez on va dire nourri, à un moment, il vous échappe parce que le lien n'est plus là. En fait, il se passe quelque chose. Donc, en fait, nous, on ne vivait pas à Djibouti à l'époque encore. Et en fait, c'est même pas moi qui m'en suis rendu compte de la particularité de mon fils. C'est en crèche parce qu'il était avec donc des enfants de son âge, mais c'était un enfant qui avait des compétences très très particulières très très jeune. Donc à 2 ans, il savait, il arrivait à reproduire
des mots avec des petites lettres en bois. Donc nous, on se disait, mais ce petit, il sait lire. Mais en fait, non, c'est qu'il avait une mémoire visuelle qui se mettait en place, une mémoire phénoménale. Et nous, papa et maman fiers de lui, on dit, waouh, il est très en avance. Mais en fait, non, c'est... Et de plus en plus, il se mettait en retrait par rapport aux enfants de son âge. Il n'aimait pas jouer avec les autres. Il avait donc des petites routines très, très strictes. Et c'est à la crèche où on nous a dit, votre enfant, il va très bien, tout va bien, mais il y a un souci au niveau des interactions. Vous devez aller faire des explorations. Il faut comprendre que aucun spécialiste aujourd'hui, enfin aucun professionnel de la petite enfance ne peut dire tel enfant est autiste. C'est toute une équipe pluridisciplinaire qui doit décider, enfin qui statue à travers plusieurs tests, orthophonistes, enfin comme on appelle les logopèdes en Belgique, les psychomotriciens, éducateurs spécialisés, tout un panel de professionnels qui disent tel enfant est autiste, voilà, avec un pédopsychiatre normalement. Donc, le spécialiste de la crèche nous ont dit, bon, il faudrait faire des petites explorations. Il ne rentre pas dans le moule. Voilà, c'est ça le grand problème, c'est qu'il ne rentre pas dans le moule comme les autres. Donc, écoutez, parents que nous sommes, on est complètement dans le déni. Mais c'est le processus logique pour tout parent. C'est-à-dire que dès qu'on commence à vous dire votre enfant ne rentre pas dans le moule et qu'il y a un souci, le cerveau, c'est une manière de se protéger. Il dit non, c'est eux qui ont tort. Nous, notre fils, tout va bien. Donc, on est resté comme ça pendant 3-4 mois, jusqu'à ce que le contexte de la crèche n'était plus adapté pour lui, parce qu'il faisait des crises et parce qu'il commençait à devenir hypersensible au bruit des autres enfants. Donc là, on nous a dit, écoutez, on ne peut plus le garder. Donc là, on s'est dit, oula, c'est les premiers moments d'exclusion. Donc là, on prend déjà une claque dans la figure en tant que parent. On se dit, sa vie, ça sera ça, il sera exclu tout le temps. Donc tout de suite, donc on a décidé, donc avec le papa, de chercher un centre de diagnostic précoce. Et donc on l'a emmené, et donc à peine il est rentré, donc la pédiatre qui est spécialiste, elle a dit, écoutez, votre fils, il est autiste, et voilà, ne cherchez pas, c'est comme ça. Donc après, c'est un sentiment, on est dévasté, bien sûr. Le père a mis du temps à s'en remettre, mais nous, les mamans, donc on est très résilientes, et on se dit, maintenant, qu'est-ce que je fais? Comment j'aide mon enfant? Voilà, donc c'est comme ça. C'est vraiment un phénomène ou une situation qui met une rude épreuve la famille. Absolument. Et j'aimerais savoir, quand on apprend que son enfant ne rentre pas dans le moule, comme tu disais, ou a une particularité, ou il est différent des autres enfants, au-delà du choc qu'on a, émotionnellement, comment on se sent? En fait, je pense qu'on le vit. En fait, il y a vraiment, comme je dis, un processus. Moi, tout de suite, j'ai encaissé. Et je pense après, on le vit différemment. Je pense en fonction de son background aussi culturel, familial, etc. Moi, je viens d'une lignée de femmes, des mamans puissantes, une mère qui était, paix à son âme, qui était une femme forte, qui ne montrait pas, qui était toujours infaillible. Voilà, il fallait être comme ça, toujours parfait, toujours donc parfaite, de gérer les choses, même les plus difficiles. Sa mère aussi, donc voilà. Donc tout de suite, je me suis dit, Kadiga, tu dois être forte pour ton gamin, mais surtout, tu as 2 autres enfants à la maison qui sont des jeunes adolescents qui avaient besoin de moi, surtout à cette période, parce qu'ils rentraient dans la période préadolescente, et comme on peut l'imaginer, une période très très dure. Et vraiment, en fait, moi, je l'ai vécu, c'est-à-dire en tant que maman, je me suis dit, waouh, Kadiga, prépare-toi, le combat va être dur, en fait, pendant quasiment toute ta vie. Donc, prépare-toi, tu retrousses les manches, et tu y vas.
Voilà, donc c'était ma... Je n'ai pensé qu'à ça. Après, vraiment, je ne te cache pas qu'il y a des périodes où, justement, pour ne pas montrer cette vulnérabilité, il m'arrivait, par exemple, de m'enfermer dans ma salle de bain, d'ouvrir la douche et de pleurer. Parce qu'il y a besoin, de toute manière, d'évacuer. Et devant les enfants, donc voilà, j'avais mes deux adolescents, plus jeunes adolescents, 12-13 ans. Bon, voilà, c'est un peu compliqué. Une période où ils ont vraiment besoin de vous. Mais ce qui a été vraiment, et je les remercie pour ça, parce que bon, au-delà des difficultés du quotidien, je leur ai vraiment dit, j'ai besoin de vous là. Enfin, votre frère a vraiment besoin de moi, il va beaucoup mobiliser mon temps. Donc, s'il vous plaît, aidez-moi à être la maman qu'il faut que je sois. Donc, soyez, s'il y a un truc qui ne va pas, dites-moi. Enfin, parce qu'il a fallu que je montre justement ma vulnérabilité. Je ne pouvais pas tout faire, en fait. À un moment aussi, il faut prendre conscience de ça. On ne peut pas tout faire. Parfois aussi, montrer sa vulnérabilité, ça nous rend humains. Donc, Exactement. c'est très bien. Et je sais que voilà, ça m'a aidé à même mieux accepter la situation. Voilà. Et l'autisme, quand on parle de l'autisme, ça se détecte, le diagnostic peut se faire avant même la naissance ou c'est après la naissance? Alors, maintenant, il y a des études qui sont de plus en plus poussées. Alors, l'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental déjà, c'est-à-dire que on ne devient pas autiste, on est autiste. On est autiste, on meurt autiste. Voilà. Donc, ça, c'est... Voilà, on reste autiste toute sa vie. En fait, on parle au niveau d'un dysfonctionnement, au niveau de quand le cerveau commence à se former, dès les premiers mois de conception de l'enfant. Il y a un déficit quelque part au niveau de la connexion de certaines synapses. En tout cas, c'est dans la littérature scientifique, c'est ce qui est dit. De plus en plus maintenant de chercheurs, surtout aux États-Unis, ont essayé d'identifier les gènes responsables de l'autisme. Maintenant, en fait, l'autisme, les troubles du spectre autistique, c'est un spectre qui est très large. C'est-à-dire que vous pouvez être un autiste, on va dire de type Asperger, très savant, qui parle avec des petites rigidités, mais aucun problème pour vivre en société, à un autisme de l'autre côté du spectre, très, 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 très sévère, avec des vraies problématiques de déficit intellectuel, un développement intellectuel très, 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 très bas, non verbal, enfin vraiment avec vraiment des grosses difficultés qui vous handicapent pour la vie en société. Hein. Donc, en fait, certains chercheurs ont identifié certains gènes responsables, donc qui pourraient éventuellement être responsables de l'autisme. Mais il y a aussi de plus en plus d'études qui disent qu'il y a des facteurs environnementaux. Parce qu'aujourd'hui, c'est très étrange. Hein. Il y a quelques années, il y avait, on va dire, une naissance sur je ne sais pas combien. Maintenant, dans certains, par exemple, pays, certains États américains, c'est une naissance sur 32. C'est quasiment une épidémie. Donc, on se dit, qu'est-ce qui ne va pas dans notre environnement? Qu'est-ce qu'on respire? Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, de plus en plus d'enfants sont diagnostiqués autistes et malheureusement, donc la science, elle fait ce qu'elle peut, hein, elle prend son temps et puis, mais le diagnostic n'est pas le plus important. En fait, je pense que au-delà de ce que nous montrent les personnes autistes, je me dis qu'ils nous apprennent à être nous-mêmes et à revenir à des choses essentielles. Parce que on est dans une société où on vante la perfection, faut réussir partout, etc. Faut être le meilleur au travail, avoir une belle voiture et tout aujourd'hui. C'est-à-dire que on a dénaturé même ce que c'est qu'un être humain avec toutes ses imperfections. Donc voilà, il faut revenir à des choses essentielles et se dire il y a des enfants qui naissent bruns, blonds aux yeux bleus, etc. Il y en a qui ont des connexions neuronales qui ne sont pas faites comme les autres et voilà, donc c'est particulier. Une fois qu'on apprend la particularité de son enfant, donc on rentre dans un autre processus. Donc il y a un bouleversement qui s'installe dans la famille. Et on commence à réorganiser la façon de vivre, le mode de vie familial. Et
tu dis que ton fils a été diagnostiqué à 3 ans. Mhm. Et quel était le processus donc, que vous avez... votre famille, quand je dis Ouais. vous, c'est votre famille qui Oui. vous avez... Alors clairement, ce qui a été, c'est-à-dire que moi au début donc j'ai beaucoup. Il y avait un peu de déni aussi. Au Oui, début. oui, bien Ouais. sûr. De toute manière, le déni, il est là parce qu'il Automatique. protège. Il nous ouais. protège. Ok. C'est vraiment un sentiment. Je pense que le cerveau, notre cerveau est conçu comme ça. Parfois, quand c'est trop douloureux, trop violent, il se met en protection. C'est le déni, c'est ça. Après, il ne faut pas rester très longtemps dans le déni. Je vous assure que nous, en fait, quand on a eu le premier diagnostic, donc par la pédiatre, on est revenu la voir quelques mois après. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'elle nous a dit. Nous, on n'avait encore rien fait. En fait, 3 mois après, on est revenu la voir pour voir un peu ce qu'on avait mis en place. On n'avait rien fait parce qu'on ne l'avait pas. On s'est dit, non, elle raconte des bêtises. Notre fils, ça va aller. Il compte jusqu'à 100 en anglais, il connaît toutes les lettres de l'alphabet. Enfin, non, c'est elle qui a tort, quoi. Donc voilà, on se protège, je pense, dans ce type de situation. Mais quand on est revenu la voir, elle a dit, et là, elle nous a un peu chahuté, mais je la remercie. Vraiment, cette dame, je la remercie aujourd'hui parce qu'elle ne nous aurait pas secoué, en tout cas, moi, personnellement. Le papa est resté un peu en retrait. D'ailleurs, même, il n'a pas apprécié la manière dont elle nous a... nous a chahuté. Mais je la remercie aujourd'hui parce qu'elle a tout de suite, elle nous a tout de suite dit, écoutez, votre enfant, il est très mignon. Regardez, il sautille. En plus, notre petit garçon, c'était un garçon magnifique. Hein. C'est pas parce que je suis sa mère, hein, voilà, que je dis ça. C'était un petit garçon avec des boucles, avec une belle bouille, tout mignon, vraiment. Et donc, elle a dit, si vous le laissez comme ça, à 15 ans, il sera au même stade, il va sautiller, il va faire des bruits bizarres, il va compter jusqu'à 100 et qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous lui aurez apporté? Et c'est vrai que ça m'a refroidi. C'est-à-dire que là où vous êtes, là où il est, il va rester. Donc, allez, bougez-vous, quoi. Et c'est là où je lui ai dit, dites-moi ce que je dois faire, vers qui je dois me... Donnez-moi le nom du meilleur spécialiste. Enfin voilà, en plus, on habitait à Paris à l'époque, donc voilà, on s'est dit, on va choisir le meilleur et tout. Elle a dit, non. Le meilleur, vous savez ce que c'est? Les meilleurs spécialistes, ceux qui vont vous apporter vraiment en réconfort, en soutien, en accompagnement. Oui, il y a le volet accompagnement, on va dire paramédical, orthophonie, tout ça, mais allez rencontrer des associations de parents. C'est eux qui vont vous on va dire, vous tirer vers le haut, vous soutenir et vous faire sortir de cette période. Parce que, bon, ce sont des professionnels, ils savent que les parents, de toute manière, ils ont entre 3 à 6 mois des périodes de déni où ils ne font rien pour leurs enfants. Mais c'est normal parce qu'il faut encaisser la nouvelle. Hein. Je pense que quand on vous dit faites le deuil de l'enfant dont vous avez rêvé, je pense que pour un père, c'est pas... Voilà, en tout cas pour un papa, vous imaginez un enfant, vous vous dites je vais faire du foot avec lui, je vais aller voir des grands prix, je vais faire ci. Non, en fait, c'est plus possible. Enfin, et c'est le mot qu'elle a utilisé. Elle a dit à mon mari, faites le deuil de l'enfant dont vous avez rêvé, monsieur. Là, c'est violent quand même. C'est très violent. Mais comme je vous dis, c'était salutaire pour nous. On avait besoin de ça, en fait, pour nous réveiller, vraiment. En tout cas, pour moi, ça a été un électrochoc, mais qui a été salutaire. Et dès qu'on est sorti, je veux dire, du rendez-vous, je pense que les hommes ont un cerveau qui est constitué d'une manière où c'était un peu pétrifié, lui, donc le papa. Mais moi, j'ai tout de suite pris le pli, rencontré des associations, adhéré et milité. Et c'est comme ça que les choses se sont mises en place. Donc, j'ai rencontré une association dans laquelle j'ai adhéré, qui s'appelle Autisme sans frontières 92, donc du 92, là où on habitait, et qui ont été d'un formidable soutien, parce que c'est pareil, c'est des parents, vous les appelez, mon fils a mal aux dents, je ne sais pas vers quel dentiste l'emmener. Allez voir ce dentiste, il est top, il sait faire ci. Une très bonne orthophoniste, allez voir tel. En fait, c'était vraiment créer un vrai réseau de parents qui se soutiennent. Et c'est ça qui m'a, moi en tout cas, qui m'a permis de mettre les choses bout à bout pour pouvoir construire justement l'accompagnement de mon enfant. C'est ce qui fait votre engagement aujourd'hui, parce que prenons un peu, donc revenons de Paris, parce que
disons qu'en France, peut-être, il y avait toutes les structures qu'on aimerait avoir, même si ce n'est pas Tout à fait. tout à fait aussi. Euh, Qu'en est-il aujourd'hui quand tu reviens à Djibouti et je suis en train de réfléchir un peu sur ça. C'est le déni qui me pousse à réfléchir. Euh, je puisse faire déni à Paris peut-être, mais j'étais bousculé par Tout à fait. le pédiatre. La crèche a découvert mon enfant. Si toute cette structure-là, si toute cette petite chose n'existait pas, ce qui veut dire que l'enfant passe à côté et donc le parent aussi passe à côté. Absolument. Et il y a une véritable perte de temps. Et comment tu vois aujourd'hui j'imagine aussi que tu as fait plusieurs formations Tout à fait. pour au moins aussi être à côté de ton fils, créer un lien avec ton fils, porter tout ce qu'il avait, dont il a besoin en ce moment, parce que lui, il a plus besoin de vous. Donc, quel est le regard que tu portes aujourd'hui sur ces deux mondes différents, certainement? Alors, je dirais que c'est vrai que quand on était en France, je dirais que ça nous a un peu aidés parce que on était protégés de la société. En fait, on vivait dans un pays étranger déjà, donc ça nous a permis donc à notre famille à nous, de consolider et d'être protégés de tout ce qu'on pouvait dire. Voilà. Parce que le problème, c'est que on crée une carapace, quand même, on protège son enfant. C'est comme je le disais, c'est un enfant dont voilà, on n'a pas envie d'avoir honte de son enfant. Aujourd'hui, moi, je suis, enfin, avec tout le chemin par lequel je suis passée, je n'ai absolument pas honte de mon enfant. Quand je croise des personnes, que ce soit au mall ou enfin, partout, ben, je leur dis, quand ils disent ah bonjour, enfin non, j'ai dit vous baissez, vous le regardez et vous dire bonjour Isaac, parce que lui, il a besoin de ça, il a besoin de lire sur les lèvres et voilà, et surtout d'avoir cette connexion aussi pour. Donc, et je dis parce qu'il est autiste. Et donc, les gens sont choqués de m'entendre dire c'est souvent qu'il est le autiste. regard des autres Exactement. qui jugent un peu. Exactement. Et donc, j'ai plein de personnes qui me disent ah bah, tu dis ça comme ça. Je dis bah oui, c'est une caractéristique qu'il porte. Ses cheveux bouclés, la couleur de sa peau, enfin sa taille. Enfin, ça fait partie de lui. Donc, et on ne peut pas lui enlever. Et je ne peux pas le cacher en plus de toute façon. Donc, voilà. Et en fait, c'est pour ça que je rencontrais pour beaucoup de familles, donc à Djibouti, dans le cadre associatif, je vois que beaucoup de familles sont encore dans le déni parce qu'ils espèrent en fait que la situation change. Mais la situation par elle-même. Mais elle ne changera jamais en fait. C'est-à-dire qu'on laisse... C'est une forme de maltraitance quand on laisse son enfant sans accompagnement, c'est-à-dire sans penser à... Attention, en fait, maltraitance, c'est je veux que ça soit pas bien. Voulu, c'est mais pas voulu, voilà. dans un sens. En le laissant comme ça, livré à lui-même, et sans chercher à le nourrir émotionnellement, par des interactions, même minimes soient-elles. C'est pas possible. Et on peut pas laisser son enfant de toute manière comme ça se dire bah ça va se régler. Et ça c'est quelque chose, je pense, dont les familles ont besoin de temps, mais les familles aussi elles ont besoin d'être secouées un peu ici. Je suis quasiment sûre que si on leur en fait et on leur dit je sais que beaucoup de familles, enfin à mon niveau, m'ont dit c'est parce que tu le dis que maintenant, c'est beaucoup plus simple pour nous. Voilà, je pense que c'est toujours chercher une figure qui est dans l'affirmative action. Voilà, tu vois, le dire. Très bien. Voilà. Et il y a la croyance aussi. Comment combattre cette croyance qui culpabilise le parent et surtout la maman. C'est surtout la maman. Et qui fait qu'en sorte que c'est qu'elle a produit. Donc, en fait, on oublie Dieu dans ces cas et on jette sur une malédiction qui fait qu'un enfant est particulièrement différent
parce que ça vient de la lignée ou bien c'est la mère qui a produit cette situation. Et ça, c'est terrible. En réalité, c'est double peine et double destruction pour la famille, pour la mère et pour l'enfant. Comment est-ce qu'il faut combattre et quelles sont les actions que tu aurais aimé que la société prenne ou que la société comprenne Oui. Alors, moi, je dirais vraiment, c'est-à-dire que les leviers sur lesquels vraiment il faut, on va dire, s'appuyer, c'est la femme, en tout cas, la mère et la femme djiboutienne, déjà, machallah, ce sont des femmes, voilà, pour la plupart, en tout cas, celles que j'ai côtoyées, sont des femmes qui travaillent, donc qui ont des hauts postes à responsabilité. J'en ai connu d'autres, bien sûr, qui ne sont pas forcément, qui n'ont pas un haut niveau d'instruction, etc. Donc, mais celles qui travaillent, elles sont entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire que faut gérer la famille, il y a la charge mentale de ce que c'est que gérer un foyer, parce que tout est dans la planification. Et voilà, on peut dire, oui, il y a tout le personnel de maison, les femmes de ménage, mais les femmes de ménage, elles ne font pas si on ne leur dit pas. Est-ce qu'elles comprennent voilà, même est-ce qu'elles comprennent? Donc, il y a toute cette pression déjà au niveau de son de professionnel déjà, donc être une femme qui vient de 7h30 du matin jusqu'à 17h, être performante dans son travail, être une maman accomplie pour ses enfants, etc. Mais en plus, quand il y a un enfant avec des besoins éducatifs particuliers, qui a besoin vraiment de temps, mais à quel moment elle peut donner ce temps, à quel moment elle peut avoir un moment avec lui. Donc, j'ai beaucoup de mamans qui me disent les papas ne sont pas très impliqués, malheureusement. Et quand on fait porter toute la responsabilité à la maman, voilà, on dit que c'est à partir du moment où c'est toi qui as porté l'enfant, c'est toi qui as produit. Mais ça, c'est quoi? Ça, c'est une création déjà d'Allah. Toute création est belle et accomplie. Donc, faut déjà voir les choses. Moi, je trouve qu'on a complètement dévié de la religion et de tout ce qui est trouver de la beauté dans parfois rien du tout. Voilà. Donc, c'est ça qui est important. Mais les mamans, les femmes djiboutiennes, surtout les mamans d'enfants neuroatypiques, je dirais qu'elles ont besoin surtout de temps, de considération, qu'elles aient du temps pour elles, pour aussi comme on appelle, de la pérémulation, c'est-à-dire des femmes entre nous, on discute, on échange, on partage nos difficultés du quotidien en tant que mère d'enfants neuroatypiques. Vous savez que de nombreux couples se séparent à cause de ce type de situation. Moi, j'en connais beaucoup. Les papas fuient parce que c'est trop compliqué. C'est trop compliqué pour eux. C'est trop compliqué. Et puis, je ne leur en veux pas. Je ne leur en veux pas, c'est compliqué. Mais l'enfant reste son enfant. Mais oui. Mais c'est-à-dire que c'est là où je me dis, c'est-à-dire que si la maman, elle n'est pas aidée, toute la famille est détruite. Exactement. Moi, c'est ça où je me dis qu'il faut... les autres enfants n'ont plus de mère. Si on lui fait porter vraiment toute cette responsabilité de la malédiction. Moi, j'ai de nombreux témoignages de mamans qui me disent je ne peux pas aller chez ma belle famille parce qu'on me dit, oui, celle qui a donné naissance à un enfant, enfin la moitié d'un enfant, quoi. Enfin, quelque chose de pas fini, pas abouti. Vous vous rendez compte la violence pour une maman qui a porté un enfant en plus, qui l'a aimé, qui malgré sa différence... Donc, c'est très complexe à vivre comme situation. Donc, on vit, je pense, les choses de manière... les mamans, elles ont besoin d'un accompagnement psychologique, vraiment. Moi, j'en vois beaucoup qui craquent, qui pleurent, qui ont besoin d'espaces de sécures pour pouvoir dire les choses. Et comment changer cette mentalité? Comment créer ces espaces sécures? Déjà, je pense que je pense que déjà, il faut revoir en tout cas les standards dans notre société. La société djiboutienne, elle a beaucoup, beaucoup changé. Moi, j'ai quitté Djibouti, j'avais 18 ans, je reviens à 44 ans, de nombreuses choses ont changé. Comme je te disais tout à l'heure, on accorde de l'importance à des choses futiles.
des choses vraiment des choses vraiment matérielles, alors que il faut justement, on va dire, célébrer les choses les plus simples. Parfois, aujourd'hui, être en bonne santé, être dans un corps sain, avoir des enfants en bonne santé, manger, dormir, enfin, des choses de base de la vie de tous les jours. En fait, c'est devenu un dû. En fait. Et cette ingratitude, je pense que quand on est maman d'un enfant neuroatypique, je vous assure qu'on déconstruit toutes ces choses qu'on a bâties de ces sociétés justement de consommation où tout est faux. On revient à des choses essentielles. On déconstruit tout ce qu'on a construit et on repart sur des très très bonnes bases. Et c'est ce que je dis aux parents, venez voir les choses à mon niveau, vous allez voir quelque chose de très très beau. En tout cas, un beau chemin qui se profile. Ouais, c'est émouvant et c'est vraiment intéressant. Euh, mais on a beaucoup de choses à faire encore, je crois. On a beaucoup des actions à mettre à faire et le chemin est lent encore. Il est est très lent. Et dans les perspectives que toi, maman d'un enfant autiste, aujourd'hui engagée, quelles sont les difficultés et les défis qui se dressent devant toi? En fait, moi, je m'en rends compte vraiment, c'est-à-dire que je ne vais pas vous mentir, moi, je suis quelqu'un de privilégié. Hein. J'ai fait des études supérieures, j'ai la chance donc justement de pouvoir, quand il y a des revues ou des articles scientifiques, par exemple sur l'autisme, j'arrive à lire, je comprends. Donc vraiment, c'est-à-dire que je me mets vraiment à la pointe, on va dire, de tout ce qui s'écrit, tout ce qui se lit surtout dans la littérature plutôt anglo-saxonne, parce que c'est surtout les Nord-Américains qui sont canadiens, États-Unis, et puis certains pays d'Europe du Nord, qui ont beaucoup écrit sur justement ce qu'on appelle le concept de neurodiversité. Alors, la neurodiversité, c'est comme la biodiversité. Il y a 1001 espèces sur Terre. Donc, la neurodiversité, c'est qu'on est tous, on a tous un cerveau, sauf que le câblage de nos neurones est très différent. Voilà, donc comme notre système sanguin et nos veines, le réseau de nos veines est distribué d'une certaine manière, d'une manière unique. Voilà, donc on a quelque chose, on a ce fonctionnement, on va dire, cognitif et neuronal, voilà, est très différent. Donc c'est comme ça. Ça provoque les manifestations, on va dire, les plus, on va dire, visibles. C'est quand on a, par exemple, un enfant, c'est des cris, c'est le fait de ne pas parler, enfin, c'est toutes ces petites choses-là. Donc, tout de suite, vous savez, le problème, c'est quand tu veux aller à l'école et tu dis, voilà, je veux inscrire mon enfant. On va te dire, ah non, mais cet enfant, on n'a rien pour lui. Enfin, comment vous pouvez dire que vous ne pouvez rien faire pour cet enfant? C'est un enfant, c'est un enfant. Il faut lui permettre aussi de ce droit voilà, d'être éduqué. Absolument, un droit d'être éduqué, le droit d'avoir des amis, de camarades de classe, de jouer, etc. Donc, qu'est-ce qui fait peur, en fait? Qu'est-ce qui fait peur? Qu'est-ce qui gêne dans le fait que mon enfant est là c'est juste parce qu'il est différent et qu'il se comporte différemment. Donc, et de nombreuses, en tout cas, études montrent que quand on met ensemble des enfants, on va dire, neuroatypiques, hein, les neurodivergents, autistes, avec des troubles particuliers, et des enfants, on va dire, normaux, même si j'aime pas ce terme, mais c'est ce qui se dit, les neurotypiques, il se crée quelque chose, parce que les enfants apprennent les uns des autres. Okay. Donc, un enfant autiste, quand il va observer que ses petits camarades, pendant que lui tourne comme une toupie, les autres sont assis, d'un moment, avec un aménagement, bien sûr, parce qu'il faut lui montrer des règles et tout, il va rester assis. Je veux dire, quand il va falloir, par exemple, faire des gestes de comptine, il va observer les autres, il le fera. Ce sont les comportements. Absolument. Donc, et tout enfant apprend par mimétisme, de toute manière. Et les autres enfants, comment ça se passe? Eux, ils voient un enfant différent. Et qu'est-ce qui se passe en termes de... Vraiment, il y a un esprit d'entraide et qui se crée. C'est-à-dire qu'ils voient que l'autre enfant a des petites difficultés. Bien sûr, l'inclusion, elle se prépare. Mais
tout de suite, comme ce sont des enfants, ils sont purs. Ils sont tout de suite dans cette volonté d'aider l'enfant, et de l'accompagner dans son développement quelque part. Ils aident aussi l'autre enfant. Donc chacun apporte quelque chose à l'autre. Et quand je me dis que des adultes ne sont pas en capacité de comprendre ça, je me dis mais c'est pas bon, quoi. Surtout des professionnels de l'éducation. Donc c'est là je me dis il faut carrément essayer de casser tout ce qu'on sait. Enfin, parce que c'est ça que ça demande, en fait, de faire preuve d'une agilité mentale. Se dire que on ne sait pas tout, qu'il y a un monde aussi, un monde, et puis le monde de l'intelligence des enfants autistes, elle n'est pas perceptible des fois pour nous. Hein. C'est ça. Et c'est pas parce qu'ils ne parlent pas qu'ils n'ont pas des choses à dire, qu'ils n'ont pas des choses à prouver, qu'ils n'ont pas des choses à montrer. Et je trouve dommage parfois de se dire qu'on peut se priver potentiellement d'un futur, je ne sais pas quoi, Einstein, Newton, ou d'un futur virtuose de la musique ou d'un mathématicien, bien sûr. Et ça c'est pour ça qu'il faut vraiment apprendre à revenir à des choses, à être humble, en fait, face à la création déjà de Dieu. À trouver de la beauté, même si pour nous, on se dit ah ben, cet enfant bave, il fait ci, il se mord, il crache, bah c'est pas grave, en fait. Donc voilà, en fait, il faut retrouver ça. Mais comme malheureusement, en fait, on a toujours cette espèce de... On voit tout à travers un prisme. Mais ça, c'est des constructions, justement, mentales de la société, de là où on doit être, de ce qu'on doit devenir, de la manière dont on doit paraître. Et ça, faut tout déconstruire. C'est important. Quel est le conseil que tu allais donner les mamans qui souffrent aujourd'hui en silence et qui portent ce poids énorme sur leurs épaules, ou bien le père qui sont là. On ne parle pas le père qui sont partis, mais parlons le père qui sont là, les familles qui restent encore, mais qui souffrent et qui ont énormément de problèmes parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une structure adaptée, il n'y a pas pour eux-mêmes, il n'y a pas moyen de trouver de formation, de comment travailler, accompagner son enfant. Quel est le message que tu allais donner, ou comment on allait créer une communauté qui se forme à partir de leur expérience eux-mêmes, et leur vécu, leurs histoires, et comment libérer la parole surtout, pour que le regard de la société change. Oui, alors moi je suis déjà, j'ai fait beaucoup de séjours sporadiques à Djibouti avant de me réinstaller. J'ai vu quand même que la société commence à changer, c'est-à-dire qu'on commence un peu à parler parce qu'il y a des associations justement qui parlent justement de l'autisme, de ces troubles. Même si on va dire 80% des familles essayent vraiment de cacher cela, il y a quand même des enfants qui sont visibles, qu'on emmène à l'école. Le grand souci que vraiment, moi, je dirais aux parents de ne pas se laisser abattre par cette annonce. Après, comme je le dis, moi, c'est très facile pour moi parce que moi, il m'a fallu de nombreuses années. Et comme je te disais tout à l'heure, le fait de vivre loin de Djibouti, dans un cocon que j'ai construit avec mon mari et mes enfants, c'est-à-dire ça nous a permis quand même d'être, on va dire, de nous protéger de quelconque attaque extérieure ou de mots blessants. C'est ça, au fait, le truc. Malheureusement, à Djibouti, c'est compliqué. Vous vivez en famille, vous ne pouvez pas vous isoler. La proximité. Donc, cette proximité, voilà, vous sortez dans le quartier, oui, ça. Il sort pas son enfant parce que voilà, il est comme si, en fait, tout de suite. Et puis, le moindre mot, je pense que quand ça touche à nos enfants, je pense qu'on est un peu plus sensible à ça. Ce serait moi, je leur dirais vraiment d'accepter la situation. Déjà, c'est vraiment accepter la situation. C'est pas un drame. Voilà. C'est-à-dire que le truc, c'est que c'est pas un drame. Moi, je leur dis des fois, si on diagnostiquait un cancer à votre enfant et qu'on dit dans quelques mois il va mourir, comment vous allez réagir? Donc tout de suite,
je reçois des... Oui, c'est vrai, effectivement. Mais c'est très difficile parce que parfois, vous avez des situations très, très complexes hein, où, en fait, les enfants sont dans une dynamique. Quand on les laisse comme ça, ils peuvent devenir autodestructeurs pour eux-mêmes. Donc, ils peuvent se faire du mal. Enfin, il y a des épisodes d'auto-agressivité, des enfants qui se cognent, qui se tapent, qui se mordent jusqu'au sang, parce que parfois, au niveau sensoriel, ils ne sentent pas la douleur. Voilà. Donc, d'où les fameuses connexions neuronales que je disais tout à l'heure. La zone de la douleur n'est pas activée, donc ils peuvent se mordre jusqu'au sang, ils ne le sentent pas. Voilà. Ou alors ils ont une tolérance à la douleur qui est incroyable. Voilà, donc, et parfois même le fait d'entendre une personne mâcher de la nourriture, c'est insupportable. Ils l'entendent parce Ils ont qu'il y a une ouïe. absolument une hypersensibilité auditive. Donc ça dépend des profils de chacun. Et parfois c'est très chaotique dans les maisons. Hein. Je vous le dis, quand vous n'avez pas été formé en tant que parent à structurer l'environnement de la maison, structurer le temps. Parce qu'un enfant autiste, par exemple, je vous dis, 1 heure et 20 heures, c'est la même chose. Hein. Okay. Il ne connaît pas le temps. Donc, il n'a pas encore cette notion. Donc, il faut lui apprendre. Oui, okay. En structurant, lui mettant, par exemple, un emploi du temps visuel. On se lève, on va à l'école, on mange. Et parfois, voilà, on enlève les pictogrammes pour dire, voilà, on a fini de manger. Hop, maintenant, on va à l'école. Et hop, maintenant, on va faire la douche. Voilà. C'est des choses qui s'installent et qui se ritualisent. Et la ritualisation est sécurisante pour eux. Quand on les laisse dans un environnement où ils ne maîtrisent pas le temps, ils ne maîtrisent pas Je vous donnerais par exemple c'est comme si, par exemple, on vous met dans une cellule quelque part dans le noir et vous ne savez pas où est le jour, quand c'est le jour et la nuit. Vous vous rendez compte comment ça perturbe aussi votre horloge interne? En fait, c'est comme ça, c'est vécu comme ça, en tout cas pour un enfant autiste. Donc, vous pouvez le laisser pendant 1 heure quelque part. Pour lui, 1 minute, 20 heures, c'est la même chose. Voilà. Donc, c'est structurer le temps, l'espace, ritualiser, adapter aussi. Machallah, nous, nos familles djiboutiennes, bon, on est très bruyants et tout. Pouvoir permettre des moments où l'enfant peut se retrouver seul, dans un endroit calme, parce que ils en ont besoin. Donc, des choses comme ça. Mais si vous ne savez pas en tant que parent, comment vous allez juste voir un enfant qui hurle. Et ensuite, vous allez dire, pourquoi il hurle? Il me casse la tête. Et après, c'est des caprices. Et après, il y a des familles qui utilisent la violence, des fois, parce qu'ils pensent que ça résout pas. Mais ça résout rien du tout. Donc, vraiment, il faut... c'est par des formations. Et Dieu seul sait combien j'en ai fait. J'en ai fait pas mal. Maintenant, mon fils a 11 ans. Donc, ça fait quasiment 8 ans que je suis dedans et que je continue à me former parce qu'il y a des nouvelles, justement... Des nouvelles avancées, des nouveaux programmes qui se mettent en place. Ce qui existait il y a 5 ans doit être mis à jour. Donc, il faut vraiment être à la page, hein, bien sûr. Donc, c'est quelque chose qui est long à se mettre en place au niveau... mais c'est une discipline. Il faut s'autodiscipliner. C'est une vraie discipline, ouais. Voilà. Et moi, vraiment, personnellement, je me dis heureusement que j'ai mon enfant parce que j'étais un peu... J'étais quelqu'un qui vivait, voilà, qui se laissait vivre. Et il m'a remis, paf. Un retour vers... Oui, retour. Et puis surtout, un ancrage. Hein. En gros, allez, hop, maintenant, tu restes là. Et allez, c'est quoi la priorité? C'est quoi les choses, vraiment? Moi, je dis vraiment, c'est une bénédiction. Hein. Sincèrement. Et vraiment, je dis aux parents, quand vous avez un enfant neuroatypique, quand vous commencez à tellement bien le comprendre, parce que c'est une horloge suisse, ces enfants. Quand vous commencez à très bien les comprendre, c'est des enfants donc qui ne vont jamais, qui mentent pas, ils ne savent pas, ils n'ont pas de connaissance, de conscience, par exemple, de mentir, de gruger, tout ça, ils ne connaissent pas. Donc, vous ritualisez, vous lui dites on va faire ça, on va faire ça. Si un jour, vous ne faites pas, vous lui mentez, vous ne tenez pas une promesse, mais c'est la catastrophe. Donc, ils ne vous font plus confiance après. Moi, ça m'arrive... des fois, j'essaye un peu de l'entourlouper. Mon fils, je lui dis bon, on va pas faire ça aujourd'hui, on va faire ça. Il n'est pas content. Et après, il ne me croit plus. Donc, je lui dis on va faire ça, fais ça. Parce que ça fonctionne comme ça aussi. On utilise beaucoup de méthodes. La méthode ABA, c'est une science...
c'est une science, on va dire, enfin, naturelle, mais qui est vraiment très axée sur le comportement de l'enfant. Donc, vous faites en sorte qu'il fasse ça. Et quand il arrive à faire ça, il faut une source de motivation. Donc, je lui dis, si tu termines ton plat de brocoli, tu auras ça. Donc, et si je lui mens, si je lui donne pas, par exemple, ses bonbons après avoir fini son plat immonde de brocoli, après, il me croit plus, en fait. Voilà, c'est quelque chose ils vous apprennent c'est-à-dire à des choses simples et vraies et authentiques. En fait, c'est ça le challenge, et c'est ça qui nous fait défaut aujourd'hui en tant qu'être humain. Moi, je le dis clairement. L'authenticité, les choses vraiment, le goût des choses simples, tout ça, on l'a perdu. On cherche des choses qu'on ne peut pas atteindre des fois. Merci Khadija. Je crois qu'on a été émotionnellement très transportés. Je crois qu'on apprend beaucoup. En tout cas, on apprend beaucoup. Et on espère que les parents qui vivent dans cette situation puissent trouver le moyen, le salut auprès de Dieu tout d'abord, Allah le plus grand. Et puis que les communautés se retrouvent un peu à apporter le soutien les uns aux autres pour au moins canaliser et trouver des solutions adaptées à notre environnement. Oui. Et puis aussi, peut-être, je dirais, à former les différentes étapes de la société, donc des enseignants, des paramédics, les parents, les enfants eux-mêmes. Je crois que cela va se produire avec votre engagement et votre association. Et j'espère que vous aurez les oreilles qui vous écoutent. Et avec cette podcast, peut-être nous allons ouvrir un nouveau chapitre, c'est celui de parler, de crever l'abcès au moins et de dire ce qu'il y a pour que d'autres puissent se libérer cette fardeau qui les maintiennent au silence en tout cas. Merci beaucoup pour cette belle témoignage et Deremedia vous remercie énormément. Merci Khadija. Merci à vous, merci pour votre invitation et je suis ravie de participer à cela et j'espère que ça permettra aussi de libérer la parole de nombreux parents. J'attends beaucoup les papas aussi, les hommes. Ils sont pas très nombreux dans notre association, mais ils sont très engagés. Pour le peu que je vois, il y en a 3 ou 4, ils sont incroyables. Donc, 3 ou 4. Donc, ce qui veut dire que c'est... Oui. Ils représentent 90% de qui sont absents. C'est ça, exactement. Et ils les représentent très bien. Donc, j'aimerais qu'ils soient un peu plus nombreux et qu'ils surtout comprennent la difficulté des mamans et qu'ils soient un petit soutien quand même pour elles quand des fois elles ont besoin un peu de souffler, d'aller voir une copine, boire un thé, faire un truc. C'est très, très, très important, ne serait-ce que parfois 1 heure ou 2 de se dire mon enfant, il est en de bonnes mains, il est avec son père, je peux aller tranquillement voir ma mère, discuter, faire... Enfin, des choses simples. Comme je vous dis, on vit tellement dans une situation de stress. En fait, on vit... Il y a des études qui disent que les parents d'enfants neuroatypiques, autistes ou TDAH, etc., sont des parents qui vivent comme les soldats américains sur les champs de bataille. C'est-à-dire qu'on est en alerte sur tout. On arrive dans un environnement, c'est OK, la porte, je regarde s'il ne va pas se sauver. Ce truc, s'il saute, il va se cogner. En fait, on arrive, on balise le terrain. C'est-à-dire qu'on est en permanence comme ça sur les dents. Et ça fatigue. Ça fatigue. Honnêtement, émotionnellement, ça nous fatigue. Et des fois, on est content quand même que quand les maris sont là pour nous dire tiens, va faire une petite coupe de cheveux chez le coiffeur, va te faire un massage, va boire un café avec une amie. C'est vraiment, c'est peu, mais c'est énorme. C'est beaucoup, vraiment. En tout cas, merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.